Bonjour, donc toujours Alice Leroy, journaliste, et j'ai le grand plaisir donc d'accueillir un plateau impressionnant de journalistes et puis un climatologue qui nous a rejoints et qui, en fait, Catherine Guilliardi et Éric Guilliardi ont eu l'amabilité. Ah oui, pardon, et un sociologue, pardon. Je commence en racontant des bêtises. De nous rejoindre. Donc Stéphane Foucard n'a pas pu être parmi nous. Mais donc pourquoi cette table ronde sur les médias et le climat ? On pourrait se dire, si on pense que la question du climat, c'est une question d'une rubrique parmi d'autres, que c'est pas une question vitale, mais évidemment... Nous pensons, je pense qu'il y a un consensus entre nous pour dire que ça n'est pas le cas, il ne s'agit pas d'une question anecdotique et que la question de l'information des citoyens sur la crise climatique, elle est vitale. Vitale pour faire vivre la démocratie, vitale peut-être pour la survie de notre espèce. Alors, avant la table ronde, j'ai envoyé, sauf à Catherine et Éric, qui nous rejoignent un peu au pied levé, donc vous ne savez pas, mais j'ai envoyé 3 questions. Parce que quand on a autant de monde sur le plateau et qu'en plus on veut prendre les questions de la salle, j'ai préféré dire, voilà, on va essayer d'aborder 3 questions ensemble et puis laisser librement la parole circuler entre nous. Donc la première question que je voulais vous poser, c'est ce que vient d'aborder Clémence Dubois de 350.org, c'est cette disparition, en tout cas cette apparition par éclipse de la question climatique. Et un exemple assez incroyable, c'est effectivement l'arrivée du voyage Alternatiba sur la place de la République, qui a réuni, on pense à peu près plus de 50 000 personnes, c'est difficile de savoir exactement, mais entre 40 et 60 000 personnes qui sont venues pour cette arrivée de la tournée Alternatiba, des alternatives concrètes. Alors, elle n'a pas complètement disparu, il y a eu plein d'articles, il y a eu des blogs, Mediapart en a parlé, Reporter en a parlé, France 3, Île-de-France en a parlé, mais alors les télés, TF1, France 2, je crois France 3 National, et les chaînes d'infos, rien. RFI en a parlé, oui, vous avez raison. Mais sinon, les grands médias généralistes, à peu de choses près, n'en ont pas parlé. Donc ça, c'est la première question, cette disparition de cette question du climat. Et puis peut-être la deuxième question dans la foulée, et puis je réserverai la troisième pour la fin, c'est, et là peut-être Jean-Baptiste Combi a des choses à nous dire, donc il a présenté son livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Genèse et dépolitisation d'un problème public », ça c'est le sous-titre, et le titre est « La question climatique », donc c'est aux éditions Raison d'agir. C'est cette question justement de la dépolitisation, c'est que quand elle réapparaît, la question climatique, et ça on va beaucoup en parler à 44 jours je crois de la conférence, de la COP21, c'est qu'elle est souvent dépolitisée, souvent traitée sous l'angle de la responsabilité individuelle. Donc une première réaction sur cette disparition des radars de la question climatique. Jade, vous voulez démarrer ? Donc Jade Lingard de Mediapart. Oui, moi je veux bien ouvrir le banc. Moi, je ne sens pas une disparition de la question climatique dans les médias. En tout cas, je trouve qu'on entend le mot COP21 hyper régulièrement dans les médias. Enfin, en tout cas, le sujet climat, il me semble, est très présent médiatiquement. Le traitement, après, on peut en discuter. Mais je veux dire, pour moi, c'est un sujet visible dans les médias, y compris télé, radio, etc., quoi. Du coup, pour moi, là, il me semble que le non-traitement médiatique de Alternatiba n'est pas directement lié à ça, et pour moi est davantage lié, mais ça c'est vraiment une analyse personnelle, je suis intéressée de savoir ce qu'en disent mes confrères, je pense que c'est plus lié à la difficulté de comprendre qu'est-ce qu'est le mouvement Alternatiba, qui est un mouvement qui est d'abord assez nouveau, et qui ne rentre pas dans une case. C'est-à-dire c'est pas une manif, c'est pas non plus simplement la fête de l'UMA. C'est un peu un mélange des deux. C'est un mouvement citoyen qui demande d'agir sur le climat, mais qui n'a pas une revendication, par exemple, spécifique, qu'on pourrait résumer en quelques secondes. Et en plus, qui se passe un peu partout en France depuis 1 an, et avec en plus un Tour de France qui a duré plusieurs mois. Et c'est à la fois cette durée, cette longueur et cette
nouveauté, c'est pas forcément quelque chose de très nouveau, mais en tout cas cette non-spécificité, je trouve, rend l'événement difficile à traiter, et de fait, journalistiquement, et moi, de fait, très honnêtement, je n'ai pas fait d'article spécifiquement sur Alternativa dans Mediapart, j'ai fait un billet de blog après coup, de récit un peu des questions justement que me posait cet événement, et justement, est-ce un mouvement politique ou pas ? Et pour moi, c'est une discussion ouverte, et c'est pas du tout une critique du mouvement Alternativa de dire ça. Pour moi, voilà, je suis pas complètement sûre en fait de la nature de ce type de mobilisation, et du coup, c'est difficile de le voir comme un sujet. Difficile de le traiter médiatiquement, de mon point de vue. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ? Parce que du coup, on essaie de visualiser donc la conférence de rédaction, la veille ou le matin même. On attend pas mal de monde, place de la République. Et donc, du coup, il n'y aurait pas de rubrique qui pourrait traiter ça. Donc, les journalistes se diraient c'est une kermesse, c'est pas vraiment politique. Il n'y a pas d'accroche actu, c'est ça, si j'ai bien compris. Encore une fois, c'est une réflexion personnelle. C'est-à-dire que demain, il y a une manif d'agriculteurs, ou demain, il y a une manif, même une manif d'écolo, ou il y a une manif pour arrêter les fossiles, l'utilisation des fossiles. On voit clairement quel est le sujet. C'est-à-dire, des gens vont se rassembler pour demander un truc. Là, des gens qui vont se rassembler sur une place, même à Paris, alors c'est un village des alternatives, ça va montrer des alternatives, en même temps c'est par rapport au climat, mais c'est pas une critique de la COP, mais c'est en lien. Il me semble, encore une fois, mais je ne sais pas ce qu'en pensent mes confrères, mais qu'il y a une incertitude sur l'identité de l'événement. Nous, on n'en a même pas discuté en conférence de rédaction, pour dire la vérité. C'est moi qui ai pris l'initiative en amont de faire un entretien avec les Pacific Warriors, qui sont des activistes des îles Pacifiques, qui sont venus pour Alternativa. Donc j'ai fait un entretien avec eux, et qui ont ensuite pris l'initiative personnelle d'en faire un billet de blog. Mais moi-même, très honnêtement, c'est une autocritique, je ne l'ai pas présenté en conférence de rédaction en disant il y a un événement important ce week-end, il faut qu'on le couvre. Est-ce que Hervé Kempf, donc rédacteur en chef de Reporter. Ouais, moi je dirais qu'il y avait, ça dit quelque chose, cette absence de suivi d'Alternativa dit quelque chose sur les médias, parce que il y avait tous les ingrédients pour une bonne histoire, comme je crois qu'on dit, c'est-à-dire il y avait une histoire avec un vélo à 4 places, donc déjà on est en principe sûr qu'on va faire des bonnes images. C'était des gens plutôt jeunes, plutôt sympathiques, ils avaient parcouru toute la France, il y avait des alternatives, des choses marrantes à raconter, donc ça faisait le bon sujet, même de télé, le 2 minutes 30, voilà. Donc il y avait tous les ingrédients pour que l'on en parle. Et puis, on n'en parle pas. Et moi, j'ai tendance à l'interpréter comme l'espèce d'autisme de beaucoup de rédactions, notamment des grandes rédactions, par rapport à des mouvements de ce que nous, on appelle la société civile. C'est-à-dire, si ça ne rentre pas effectivement, comme tu l'as dit, mais je suis en complémentarité avec ce que tu dis, Jeanne, si ça ne rentre pas dans des cases un peu institutionnelles, ah oui, les agriculteurs FNSEA, ils vont venir avec leurs tracteurs, ah oui, les machins, etc., on n'en parle pas parce que même toi, par exemple, dans un média relativement important, ta rédaction en chef est totalement, malgré ce que tu dis, ne réagit pas. Et dans d'autres TF1, France 2, j'ose même pas l'évoquer. Ou peut-être tu nous diras, Sylvestre, si dans ton journal ça a touché. Moi, il y a une chose qui m'a frappé, par exemple, le lundi matin, il y a une page entière dans Le Parisien sur la journée sans voiture. Et vraiment une page entière, ils ont été dans le quartier où la journée sans voiture a marché, c'est-à-dire place de la République et alentour, et le centre de Paris. Et le journaliste n'évoque même pas, il n'y a pas une phrase, il n'y a pas un mot pour dire Alternativa, la place de la République a été occupée par des alternatives. Donc en fait, moi, ça me renvoie à l'autisme de la machine médiatique qui ne veulent pas ou qui ne sont pas en mesure d'entendre des signaux à bas bruit ou à relativement bas bruit. Et pour conclure quand même, parce que dans toute la presse régionale, elle a toujours suivi, c'est-à-dire chaque fois, c'est ce que nous disaient les gens d'Alternativa, avec qui on a eu un petit débat d'ailleurs, parce qu'ils n'étaient pas très contents qu'on leur dise, mais malgré le succès de ce que vous avez fait,
Ça n'a pas, semble-t-il, à notre avis, touché vraiment le grand public. Ça n'a pas réussi à percoler, notamment parce que les grands médias, ce qu'on appelle les grands médias, n'ont pas relayé. Mais en revanche, à chaque étape, la presse régionale racontait à Romorantin, à Saint-Brieuc, à Rennes, à je ne sais où, apparemment, la presse régionale racontait ça. Donc il y a peut-être aussi, quand on parle grands médias, on signifie aussi quelque chose qui est Paris. Et puis la province, sous-entendu, la province, ça n'existe pas. Et les grands médias, ceux qui sont les prescripteurs d'opinion, sont les grands médias parisiens et qui appartiennent à un certain nombre de gens, mais je ne veux pas anticiper sur la suite du débat. Oui, bonsoir à tous. Ça marche. Déjà, merci à Alice et aux organisateurs du festival de m'avoir convié à cette table ronde. Ça me fait plaisir. Surtout puisqu'on est dans un monde dominé par les logiques marchandes, vous le savez, donc surtout pour faire la publicité de mon livre, qui est donc un livre de sciences sociales. Et les livres de sciences sociales ne se vendent plus, ne se lisent plus, même les collègues ne nous lisent plus, on ne se lit plus entre nous, on n'a plus le temps. Toujours ce problème du temps. Donc voilà, mis à part ça, plus sincèrement, je trouve que le sujet est important. Je suis content d'en débattre avec les journalistes ici présents que je connais bien et qui ont des positions particulières dans l'espace journalistique. Mais pour revenir à la question qui nous occupait à l'instant, finalement, il y a une question qu'il faudrait peut-être aussi se poser, c'est pourquoi est-il important pour Alternatiba d'être dans les médias généralistes? Pourquoi y a-t-il une inquiétude du fait qu'il ne le soit pas? Moi, à titre personnel, je trouve ça pas plus mal à la limite, peut-être. Et peut-être que le grand nombre des organisateurs d'Alternativa se disent aussi que c'est pas plus mal de ne pas être à TF1 ou à France 2 parce que, en plus, ça pourrait être contre-productif. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un traitement médiatique plutôt dénigrant. Un peu, bon, ils sont sympathiques, ils font la fête, c'est chouette, etc. Mais du coup, le message qu'il y aurait derrière, c'est-à-dire celui qui est porté par Alternatiba, c'est-à-dire la mise en avant d'autres manières de vivre ensemble, d'autres manières de vivre au quotidien, individuellement, mais surtout collectivement, ce message-là, de toute façon, il aura du mal à passer. On discutait plutôt dans la journée avec Jade de Pierre Rabhi, que je pense que nous sommes un grand nombre ici à entendre, à apprécier, etc. Quand il va chez Ruquier, on parle de tout sauf de son message. Donc finalement, il faut aussi s'interroger, et ça les organisateurs de mouvements comme Alternatiba le font, sur est-ce que c'est finalement si utile, si important que ça d'être dans les médias généralistes nationaux? Est-ce que c'est pas plus important d'être dans des médias comme Reporter, Bastamag, Mediapart, etc. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit en sociologie des médias, c'est quand même que la fracture, elle se déplace dans les années 90. 80-90, c'était le Libé, le Figaro, hein, vite fait. Aujourd'hui, c'est vraiment les médias conventionnels versus les médias alternatifs. C'est vers cette structure-là du changement journalistique qu'on évolue. Et donc, finalement, pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi? Parce qu'on pense encore qu'être présent dans les médias généralistes nationaux est important pour la notoriété, pour avoir des subventions, pour être vu, pour plein de raisons. Mais est-ce vraiment le cas? Peut-être que ce que peut apporter un peu mon travail, c'est des bémols à ces croyances-là. Catherine avait quelque chose à ajouter. Donc Catherine, qui est journaliste, je vais me présenter rapidement, et auteur, avec son frère Éric Guilliardi, qui est chercheur sur le climat, d'un livre, je me permets de le préciser parce qu'il ne figurait pas au programme, et ils ont accepté au pied levé de venir nous parler, donc d'un livre qui s'appelle « Que feriez-vous si vous saviez des climatologues face à la désinformation ?» Donc c'est une enquête, ils ont interviewé pas mal de personnes qui sont présentes ici aujourd'hui. C'est aux éditions du Pommier. Du Pommier, oui, effectivement, expliquer d'où on parle, parce que c'est justement ce qu'on dit dans le livre, c'est justement, vous, public, posez-vous cette question de les gens qui vous parlent, d'où ils parlent. Il y a les journalistes, bien sûr, mais comment même les journalistes travaillent, c'est important de le savoir. Et puis ensuite, les gens qu'ils invitent, qui ils sont et d'où parlent-ils. C'est la question qu'on se pose ici, c'est effectivement une enquête. C'est-à-dire que donc on est frères et sœurs. Éric est climatologue, je suis journaliste depuis une vingtaine d'années. Ça fait des années que j'entends mon frère, surtout depuis, on va dire, les années 2010, parler de la couverture des informations scientifiques sur le climat dans les médias, et il n'est pas très content. Et donc on avait souvent des discussions personnelles, on va dire en famille, en disant avec les négateurs du climat, parce que nous, c'est comme ça qu'on a décidé de les appeler dans ce livre, les négateurs du climat, parce que les mots ont leur importance, justement. Qu'est-ce qu'on fait les médias avec eux? Et puis après, comment est-ce que les médias arrivent à transmettre ou pas les informations scientifiques? Quelles sont les difficultés des journalistes? Et une des difficultés, effectivement, un des obstacles, d'ailleurs,
je voudrais préciser, ce sous-titre « Des climatologues face à la désinformation », nous aurions bien aimé tous les deux l'appeler « Face à la malinformation », comme on dit la malbouffe, parce que la désinformation, je pense, implique que les journalistes. En l'occurrence, ce n'est pas un livre contre les journalistes. Et puis, il y a toutes sortes de journalistes dans toutes sortes de médias, on le dit bien. Donc la malinformation, c'est effectivement, ne traite pas que des médias. Mais bon, là, on est là pour ça. Il y a d'autres obstacles à l'information juste et claire sur le climat. Pour ce qui est des médias, moi, je pense que ce que disait Jade, c'est vraiment important, c'est-à-dire qu'il faut penser à ce qui va faire le lien avec l'actualité sur ce sujet du climat. Pour le journaliste, il faut un lien à l'actualité, que ce soit un quotidien, que ce soit un mensuel. Moi, je fais du documentaire, donc je suis un petit peu décalée par de l'actualité, mais enfin quand même, il y a des grandes tendances et nos rédactions nous demandent de parler de grandes tendances. Voilà. Et je pense que ça peut être la COP21. Là, il y a une sociologue qu'on a interviewée pour ce livre qui nous dit que les gens vont en vomir de l'actualité sur le climat. Je ne trouve pas qu'elle ait du tout disparu. Au contraire, elle est très présente comme avant la COP de Copenhague, et ça peut être très inquiétant aussi, parce que qu'est-ce qui va se passer après la COP21 ? Au niveau de l'information sur le climat, est-ce qu'on va toujours en parler ? Comment on va en parler ? Ça va être intéressant. On aurait pu écrire ce livre après, justement, la COP21, parce que la couverture médiatique est incroyable, quand même, aujourd'hui. Il y a les événements climatiques extrêmes aussi, ça on parle dans le livre, des journalistes spécialisés comme vous l'êtes nous disent, nous on peut souvent parler du climat lorsque il y a un événement météorologique extrême. Je regarde mon frère parce qu'il ne faut pas confondre météo et climat, je me fais gronder à chaque fois. Donc voilà, effectivement, pourquoi on en parle ? Et à partir du moment où il y a encore cette idée que le consensus scientifique peut se débattre, donc là je parle des négateurs du climat qui effectivement remettent en cause la science, la façon d'en parler, c'est compliqué aussi. Parce que lorsqu'on ne parle pas d'un sujet qui est consensuel, on va dire dans les médias, et ça, je reprends Bourdieu dans les très grandes lignes, il disait en gros, moi, si on ne donne pas 2 heures pour développer dans les médias une idée qui n'est pas une idée de consensus, consensuelle et acceptée dans la société, où nous avons chacun des références, nous publics, pour comprendre cette question, alors 1 minute 30 à la radio ou 2 minutes à la télé, ça ne me suffit pas. Il me faut 2 heures. Et je pense que c'est un des problèmes que rencontrent les journalistes qui traitent ces questions-là, qui est qu'effectivement, peut-être qu'on est dans un monde qui n'est pas encore un monde où l'écologie est un fait établi et que la lutte pour un monde écologique est quelque chose de normal, quoi. Voilà. Comme aujourd'hui, la question sociologique est quelque chose de tout à fait social, merci. Social est quelque chose de normal. Et là, je paraphrase Jade qui l'a très bien dit, qui nous le dira sûrement elle-même, mais ça deviendra un jour une question normale et donc les médias en traiteront bien plus facilement, il me semble, les médias généralistes. Attention, je ne pensais pas du tout à confondre avec Reporter, effectivement ce que fait Mediapart, Terra Echo, il y a des médias très, très, très particuliers. Et je pense que c'est vraiment un échec, oui, des médias généralistes. Nous citons dans le livre un Américain qui a créé ce site qui s'appelle Real Climate, qui a eu d'ailleurs le prix Pulitzer, qui est le prix le plus important aux États-Unis pour les journalistes, où il dit c'est un échec des médias généralistes, ils n'ont pas réussi, donc ce sont les blogs, donc ce sont les médias sur Internet. Je trouve que le parcours d'Hervé Kempf est intéressant, d'avoir quitté Le Monde et de Jade aussi, qui est quand même encore dans un grand média, mais Hervé Kempf qui quitte Le Monde, si je peux me permettre de parler à votre place, vous allez le faire, mais après 15 ans, et bon voilà, et qui revient à Reporter, que vous aviez créé, il me semble, dans les années 80, c'est ça, et qui est un média qui va avoir une situation économique bien différente, qui est un média qui va avoir une visibilité différente. Mais effectivement, je pense que ce sont ces nouveaux médias qui vont être capables et qui ont pris cette place que les médias généralistes ne veulent pas prendre, n'arrivent pas à prendre pour toutes sortes de raisons. Voilà. Merci. Mais alors du coup, peut-être reposer la question. Donc ça n'est pas une disparition de la question, mais c'est un traitement de cette question-là. Et du coup, ce produit hybride qui est Alternatiba pose question, puisque on ne sait pas quelle rubrique peut la traiter, quelle est l'accroche actu. Bon, moi, elle me paraît évidente, parce qu'il me semble que, justement, ce que disait Hervé, il s'agit d'un mouvement citoyen. Il n'y en a pas d'État qui, sur cette question-là, avant la COP, en plus, puisqu'on a un gouvernement qui nous dit on veut en faire une question portée par la société. Moi, ça me paraît quand même problématique que ça ne soit pas traité.
sachant qu'en plus Alternativa est un vrai mouvement politique, me semble-t-il, peut-être pas encore d'ampleur, mais il pose à la fois la question des causes et commence à esquisser des réponses, peut-être pas à la bonne échelle, mais en tout cas, c'est le seul mouvement que je connaisse qui va prendre des chaises chez HSBC, attaquer la Société Générale sur le financement et l'accompagnement d'AlphaCall en Australie, et puis donner la parole, accompagner, encourager du désinvestissement des énergies fossiles, la sobriété, les renouvelables. Enfin, moi, il me semble que... Enfin, je ne suis pas rédac-chef d'un journal, mais là, je pense qu'il y a plein de sujets. Peut-être il y avait trop de sujets à traiter, mais du coup, je vois que tu as envie de réagir. Par ailleurs, pour être tout à fait honnête, il y aurait eu un rassemblement place de la République, il y aurait eu des vitrines de banques pétées, il y aurait eu des incidents, il y aurait eu des voitures brûlées, il y aurait eu que ça dans tous les médias. Hein. Je veux dire, d'une certaine manière, ils sont aussi victimes, enfin c'est terrible à dire, hein, enfin c'est quand même la réalité des couvertures médiatiques, ils sont victimes aussi de leur pacifisme. D'une certaine manière, du point de vue de l'écho médiatique, que ça recueille ou pas. Et donc là, ça pose, mais bien au-delà, pour moi, c'est plus une question de comment est-ce que les médias couvrent les mouvements sociaux et couvrent les mobilisations sociales. Qu'est-ce qu'ils y cherchent et qu'est-ce qu'ils cherchent à en visibiliser qui est posé en fait par ce type de rassemblement. Et si on fait une comparaison avec, par exemple, la manifestation à Nantes contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en 2014, en février 2014, vous vous souvenez? Celle qui a dégénéré. Il y a eu des incidents, mais qui n'étaient pas non plus la mise à sac de la ville, et qui ont été considérablement, surestimés, enfin qui ont été surcouverts par les télés, notamment les chaînes d'information continue, qui ont passé le week-end à passer en boucle des vidéos catastrophistes de scènes il y avait un engin de chantier Vinci qui avait été incendié, je sais pas, 5-6 vitrines cassées, et qui sont passées en boucle, et qui ont créé une véritable atmosphère de guerre. Bon ben voilà, de mémoire, il y avait quoi? Il y avait 40 000 personnes à cette manifestation, de mémoire, donc c'est à peu près le même nombre de personnes qui étaient à Paris. Donc il n'y a pas photo, enfin, c'est aussi ça. Là, pour le coup, alors là, ça incrimine les télés, il n'y a personne d'une télé ici, mais pour moi, c'est plus cette problématique-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un mouvement social doit faire pour être visibilisé, plus que simplement l'angle climatique. Et là, c'est vrai que la réponse est désespérante, hein, quand on regarde comment sont couvertes les mobilisations sociales. Bon, j'ai trop parlé, et Sylvia n'a pas parlé. Le mouvement serait peut-être couvert, mais ça le désintégrerait peut-être aussi dans la foulée. Je ne dis pas qu'ils auraient dû faire ça, hein, qu'on s'entend bien. C'est juste une autocritique par rapport à comment les médias publicisent les mobilisations. Éric Guillardi. Oui, alors, donc moi j'interviens dans ce débat pas du tout en tant que journaliste, hein, je suis le climatologue de service, alors pas le seul scientifique, hein, mais voilà. Donc pour dire sur ce traitement du climat dans la société, hein, puisque les médias sont quand même le reflet, alors plus ou moins bien, plus ou moins national, plus ou moins local, il est clair que moi en tant que climatologue, ayant contribué à l'écriture du rapport du GIEC, je me disais, on a écrit le rapport, c'est bon, on attire la sonnette d'alarme, la société va s'occuper du problème. Or ça fait 25 ans qu'on attire la sonnette d'alarme et il ne se passe rien. Hein. Alors en même temps, quand je dis il ne se passe rien, c'est pas complètement vrai, et je pense là on a un peu à la croisée des chemins où on a mis 25 ans à ce que les gens réalisent que oui, scientifiquement, effectivement on réchauffe le climat, plus personne met ça en doute maintenant, et c'est quand même assez récent. Alors aussi il y a les républicains aux États-Unis, mais ça c'est une autre histoire, mais en gros tout le monde a à peu près compris que effectivement le climat se réchauffe, on comprend pourquoi, il faut que nous continuions à bien l'expliquer pourquoi, que c'est lié aux gaz à effet de serre, pas à la couche d'ozone, comme il y a plus de gens qui pensent que c'est la couche d'ozone qu'au gaz à effet de serre. Donc ça, il y a encore un travail à faire. Par contre, maintenant, la discussion va vraiment vers les solutions. Et là, forcément, dès qu'on est dans les solutions, c'est toute la société qu'on concerne. C'est pas juste les scientifiques qui établissent un diagnostic, alors qu'on peut croire, pas croire, nier. Donc je pense que c'est ce changement d'approche qui fait que c'est un peu le bazar, je veux dire, entre des groupes qui sont peut-être un peu plus visionnaires de ce que ça veut vouloir dire, Alternativa et d'autres, en disant oui, maintenant il faut s'attaquer aux solutions, commençons à réfléchir. Et des médias qui sont le reflet de la plupart de la société, je pense, hein, où on a un chapitre dans notre livre qu'on appelle « Nous sommes tous des négateurs », on n'a pas envie de changer, on n'a pas envie de confort, etc. Donc je pense que les grands médias généralistes sont un peu le reflet de ça aussi. Donc pour moi, on est vraiment à la... Voilà, donc ça c'est vraiment mon œil
de sentir cette différence de traitement dans les médias entre le fait scientifique et les solutions. Et ça change. Je ne sais pas si le traitement... Je peux vous présenter donc Oui. Sylvestre Huet, journaliste plutôt scientifique à Libération. Je ne sais pas si le traitement qui a été fait de la phase finale d'Alternativa est le bon point d'entrée dans un débat sur comment les médias, notamment les plus grands, traitent du changement climatique et des débats politiques que ça soulève. Il y a des explications, on va dire, techniques. Jade en a donné une. Ils n'ont pas assez cassé de vitrine. Et c'est malheureusement une vraie bonne explication. Il y en a une autre pour les quotidiens nationaux, qui est que leur fonctionnement est tel qu'aujourd'hui, ils essayent tous de plus en plus de parler de ce qui va se passer le jour où ils paraissent, et non pas de ce qui s'est passé la veille. C'est assez bizarre, mais enfin, c'est comme ça que ça se passe. Par exemple, à Libération, il y a un collègue qui a fait 2 pages entières sur Alternativa avant, et d'ailleurs il avait pris son vélo, lui aussi, pour suivre une étape, je crois. Et donc, du coup, la direction de la rédaction ne s'est même pas posé la question de savoir s'ils allaient ou pas traiter le lundi de ce qui s'était passé le week-end. On a déjà traité le sujet. Mais ils font ça pour des grèves, pour des mouvements sociaux divers. Ce n'est pas spécifique au climat. Quant aux grands moyens d'information, notamment la télévision, je crains que, au-delà de l'aspect sujet trop sérieux, si je puis dire, effectivement, le côté ça n'a pas cassé de vitrine était décisif dans la prise de décision. Mais plus généralement, la question est-ce que le climat est bien traité dans les médias, c'est pas qu'un problème de volume. D'une manière générale, il y a une dizaine d'années, au moment de l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto, j'ai écrit les journaux parlent du climat quand tout va bien. Je veux dire par là, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas eu une grève, il n'y a pas eu une catastrophe naturelle non climatique, etc., etc. Il y a quelque chose de profond là-dedans, c'est qu'il y a une contradiction qu'il faut affronter quand on se heurte à la question climatique, et qui est souvent niée malheureusement, c'est que les problèmes du climat, c'est pour demain. Les risques climatiques, c'est pas maintenant. Les risques climatiques qu'on provoque par le changement de climat a une ampleur telle que ça justifie de ne pas utiliser sans aucune limite les combustibles fossiles. C'est la deuxième moitié du siècle, pour parler vite. Et pourtant, il faut quand même agir maintenant à cause de l'inertie du système climatique et de l'inertie des systèmes techniques qu'on utilise dans l'énergie, si on veut éviter dans quelques décennies d'avoir des risques très importants pour les sociétés. On voit bien que dès lors qu'on pose le problème dans ces termes qui sont les termes réalistes, les vrais termes, alors toute la machinerie médiatique est confrontée à cette difficulté, de la même manière que la société y est confrontée, puisque la question qui est posée, c'est est-ce qu'on prend dès aujourd'hui des décisions politiques majeures en termes d'énergie, d'organisation de la production, de la consommation et plus globalement de comment on veut vivre au nom de cet objectif lointain. Et on voit bien que dès lors que ça rentre en contradiction avec la résolution de problèmes qui sont considérés comme plus urgents, alors ça devient difficile non seulement d'en parler, mais même de prendre la décision. Et c'est parce que probablement c'est difficile de prendre la décision qu'on en parle moins ou pas de la bonne manière dans les médias. Et souvent on essaie de s'en sortir de cette contradiction avec des slogans qui essaient de mobiliser les gens plus rapidement pour des décisions plus fortes. Et je ne suis pas sûr que ça soit une bonne piste.
Vous parlez du slogan « Changeons le système, pas le climat », c'est ça qui vous paraît pas... C'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'on ne change pas un système économique, politique, et enfin tout les bases de l'organisation de la société avec une manif ou une révolution d'un soir ou quoi que ce soit d'autre. On le change avec des actions qui sont conduites tous les jours, sur le long terme, à tous les niveaux de l'organisation de la société, etc., et qui donc ne se décrivent pas par un slogan. Ça, c'est pas possible. Une vraie révolution, même si elle se vit à travers des slogans, quand elle se réalise, elle ne se réalise pas sous une forme sloganesque, si j'ose ce mot. Et je vais terminer par une chose, un élément du dossier qui est fondamental, à mon avis. Les économistes qui sont bien engagés sur ce sujet et qui sont capables de sortir des cadres du mode de pensée du néolibéralisme dominant, disent d'une manière très académique et policée, OK, il y a toutes les affaires techniques pour essayer de réduire l'usage des gaz à effet de serre, mais il n'y aura pas de politique climatique sérieuse sans justice et donc sans réduction des inégalités entre les peuples et entre les groupes sociaux à l'intérieur de chaque pays. Bon, moi, je le dis de manière un peu plus cash. En réalité, il n'y aura pas de politique climatique sérieuse s'il n'y a pas d'éradication totale des gros revenus et des gros patrimoines. On vit dans une société avec des grandes inégalités sociales, avec des classes dominantes, des classes dominées, des groupes avec des exploitants, des exploités, et où les médias dominants, cet altruisme, sont aux mains de ces dominants. Dans notre société, c'est même caricatural. Hein. La plus grande chaîne, c'est un gros industriel, Bouygues. Pas mal d'autres chaînes de télévision, il y a Bolloré. Les quotidiens nationaux appartiennent quasiment tous, à part à la Croix et l'Humanité, à des gens qui font partie du top 10 des plus riches de la société française. Libé est passé des mains d'un fils de banquier né avec une cuillère dans la bouche et qui s'amusait avec ça, à exister socialement, à un tycoon des télécoms qui, en quelques 15 ans à peine, s'est construit une fortune qui se compte maintenant en milliards d'euros. Honnêtement, franchement, sincèrement, est-ce qu'un tel système peut produire de l'information sérieuse quand l'information sérieuse, c'est il faut supprimer tous ces gens-là? Ouais, Sylvestre, tu as dit ce que je voulais dire, parce que... Non, mais c'est pas ça, mais c'est qu'il faut le dire, parce que là, on tourne un peu autour du pot. En fait, les médias, s'ils ne parlent pas de certaines choses, c'est qu'ils ne veulent pas. Après tout, on est dans ces machines, et les journalistes, les rédacteurs en chef, les rédactions, etc., on sait jour après jour les batailles qu'il y a pour tel et tel papier ou tel sujet. Donc si un appareil rédactionnel parle d'un sujet ou n'en parle pas, c'est un choix. Donc s'ils choisissent de ne pas parler d'Alternativa, et dont moi je persiste à penser que même s'il n'y avait pas de vitrine cassée, c'était un bon sujet télé, c'était un bon sujet parce que tu pouvais faire des plans sur les petits-enfants, il y avait plein de trucs merveilleux, il y avait le vélo à 4 places, etc. Donc même sans casser de vitrine, on peut choisir de couvrir des sujets. Donc c'était un choix délibéré de ne pas parler d'un certain nombre de choses. Et pour les raisons que Sylvestre a très bien dit, que je vais que paraphraser, et là je ne suis pas d'accord avec notre ami climatologue de service, les médias ne sont pas le reflet de la société. Ils sont le reflet des gens qui dominent les médias. Alors tu en as refait la liste, mais c'est ça le problème. Et donc on part des médias, on devrait dire à chaque fois, les médias, non pas dominants, mais les médias dominés par les capitalistes ou les riches, ou je ne sais plus comment ils vont les appeler. Et eux, ils ont l'agenda que tu as très bien décrit, Sylvestre, donc je ne vais pas le redire. Mais voilà, c'est ça l'éléphant qui est au milieu du couloir, c'est le fait que les médias sont la propriété de gens qui ne veulent pas que l'on parle sérieusement du climat, parce que parler sérieusement du climat ou de l'écologie ou de l'environnement, c'est remettre en cause le système. Et moi, je voudrais, pour poursuivre cette discussion un petit peu technique, prendre un autre exemple. Parce que là, on a parlé, les médias n'ont pas parlé d'Alternativa. Mais ils ont parlé de Nicolas Hulot.
La semaine dernière, il y a eu un plan com tout à fait extraordinaire. France Inter, TF1, je crois, machin, l'interview du Monde, l'interview de ceci, l'interview... Osons, un clip qui était tellement drôle. Ah, vous l'avez vu, il y avait des youtubeurs en plus. Alors moi, je pense que quand même, si on parle avec des youtubeurs, ça veut dire qu'on fait vraiment passer un message. Et là, tous les médias en ont parlé. Et ils ont parlé pour dire quel message, parce qu'il faut rappeler le message. Tu peux peut-être décrire, oui, pardon. Ah non, je ne décris pas, parce que je suppose que puisqu'il y a 6 millions de personnes qui ont vu... beaucoup de gens l'ont pas vu. Beaucoup de gens, j'imagine que Felipe, alors vraiment c'est un public d'écolo, vous n'avez pas la télé, mais vous avez peut-être Internet, donc je ne vais pas passer un quart d'heure à vous décrire la vidéo de Nicolas Hulot, qui au demeurant Nicolas Yolo, qui au demeurant est assez drôle, mais ce qui est intéressant, c'est à quel message ça arrive. Parce que le problème, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas parler d'Alternativa? C'est qu'Alternativa, ils ont un message. Ils ont un message très politique, policé, mais très politique. Et le message de Nicolas Hulot, je ne sais pas si vous avez été au bout de la vidéo. Ensuite, vous allez voir la pétition qu'on vous appelle à signer et on vous demande, osons dire au chef d'État qu'il devrait faire quelque chose à la COP21. Je caricature un peu, mais vraiment à peine reprenez la phrase. Et ça ne dérange personne. Je veux dire, ça ne va pas déranger TF1, M. Bolloré, M. Bouygues, M. Niel, M. Drahi, etc. S'il y a 400 000 personnes qui signent avec Nicolas Hulot. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on choisit. On choisit de ne pas parler de telle chose, on choisit de parler d'un autre mouvement social, parce que Nicolas Hulot, d'une certaine manière, est un mouvement social, et après ça renvoie plus, et là je suis assez d'accord avec ce que disait Jean-Baptiste Combi, c'est en fait... Et moi, c'est le débat qu'on a avec Hulot, parce qu'il se trouve qu'à Reporter, on a un débat assez vif, amical, mais avec nos amis d'Alternativa, et aussi, on a aussi un débat assez vif avec Nicolas Hulot. Et la question, c'est en fait, qu'est-ce que nous, ceux qui voulons changer, et je crédite Nicolas Hulot, par exemple, d'être très sincère et de vraiment vouloir changer la donne, comment on fait pour toucher ce fameux grand public? Et là, les médias sont l'intermédiaire. Sauf que les médias sont l'intermédiaire dans un système démocratique, mais là, on n'est pas dans un système où les médias sont les intermédiaires, parce qu'ils sont les intermédiaires du message des milliardaires. Et donc, Nicolas Hulot peut passer dans les médias avec sa bonne volonté et son désir réel de changer le système, à condition que son message soit vide. Et Alternativa, qui veut passer dans le système avec des formes très policées et qui peuvent tout à fait passer dans le grand public, ne passent pas parce que leur message, en quelque sorte, est plein, ou en tout cas, il est dur. Et c'est le problème politique qu'on a. Je ne suis pas complètement sûre, en fait. Ça me semble plus ambigu, mais parce que je pense qu'on est dans un moment de grande confusion médiatique vis-à-vis de la question climatique. Et je dis ça dans le sens où je suis d'accord avec la description de non-politisation de la vidéo de Nicolas Hulot que tu décris, mais en même temps, les entretiens qu'il a donnés sont très politiques. Ils sont beaucoup plus politiques que cette vidéo. Donc moi, de loin, j'ai plutôt l'impression que c'est une stratégie assez maligne, où d'un côté, je fais une vidéo buzz, et de l'autre, c'est un point d'appui, que cela dit, il n'a pas forcément besoin, parce qu'il est quand même régulièrement invité dans les médias. En tout cas, en même temps, ça ne l'empêche pas du tout, quand il est invité à la radio sur France Inter, ou l'interview au Monde, enfin après j'ai pas non plus tout suivi, mais de dire il faut arrêter les énergies fossiles, de tenir un discours anticapitaliste. Le problème c'est les marchés financiers et l'obsession du profit, etc., etc. Du coup, ça me paraît plus ambigu. Il me semble qu'il y a davantage Enfin, je ne suis pas sûre qu'il y ait un programme politique aussi clair dans la tête des dirigeants des médias. Et bien sûr, l'effet de structure que vous avez décrit tous les deux, il est manifeste, il est important, il est trop peu dénoncé. Et moi, je crains qu'on en voit de plus en plus des effets en termes de censure. On a des exemples en ce moment quand même particulièrement inquiétants à Canal+, des effets quand même de censure directe provoqués par leur achat par Bolloré. Donc on est clairement dans un contexte de production de l'information qui va être de plus en plus tendu et sans doute, exercer des pressions de plus en plus fortes sur des journalistes qui veulent donner voix, enquêter, donner des faits, faire exister cette question de la corruption, de la prédation financière, des effets de l'ultracapitalisme et tout. Ça, c'est certain. Mais néanmoins, pour moi, ça ne résume pas tout, quoi. Je me permets de dire ça. Et notamment, à mon avis, l'un des problèmes structurels auxquels on est confronté quand on est journaliste sur ces sujets, déjà,
c'est la question de qui peut être journaliste, enfin, quelles sont les rédactions qui ont encore des journalistes vraiment spécialisés sur ces sujets. Donc ils sont non seulement capables d'avoir une vision, et c'est quand même hyper difficile, mais une vision à peu près correcte ou pas trop incorrecte des enjeux climatiques, des enjeux environnementaux, donc ce qui mobilise quand même des savoirs scientifiques, des savoirs géographiques, des savoirs sociétaux, des savoirs politiques, etc. Donc c'est quand même très très compliqué. Mais le problème, c'est que dans cette grande, je ne vais pas parler trop longtemps, mais dans cette immense crise industrielle, médiatique qui court depuis des années, on a quand même des rédactions qui ont été complètement déshabillées, qui ont été dépeuplées de leurs journalistes, et déjà, en gros, une profession où les journalistes, en tant qu'individus, ont perdu beaucoup d'autonomie. Ils ont perdu de la place, ils ont du coup, perdu en expertise, perdu dans le rapport de force vis-à-vis de leur direction, de leur rédaction en chef. Quoi. Il y a quand même ce contexte, enfin, c'est des choses qui sont hyper concrètes, mais à côté de ça, il y a pour moi un autre problème structurel énorme, qui est que finalement, dans les journaux, dans les médias, l'environnement, en général, on ne parle même pas d'écologie, on parle d'environnement, donc ce qui pour moi est un mot qu'il faut bannir, qu'il faut boycotter, c'est l'euphémisation du problème. C'est l'environnement, c'est la queue de comète de la rédaction, c'est le truc qui arrive après tous les autres sujets. Et c'est-à-dire qu'en gros, ces gens n'ont toujours pas compris que ce dont on parle, c'est pas un sujet à part l'environnement, mais c'est du système. C'est pas le truc périphérique à côté. Ah bah tiens, au fait, quelles sont les nouvelles de la biodiversité ou du dérèglement du climat? Non, ce dont on parle, c'est le système économique, les défauts du mode de représentation, etc., etc. Et que ça, c'est pas du tout traduit. Les rédactions ne sont pas du tout organisées pour que cette approche-là puisse donner des articles, tout simplement. Enfin, en gros, c'est un problème de cas d'interprétation, quoi. Et donc, par rapport à la question qui a été posée précédemment dans le débat d'avant, là, sur le Guardian, est-ce que le Guardian fait une transgression à un moment quand il s'engage sur le climat? Bah oui, il fait une transgression, mais il fait une transgression d'un système qui ne tient plus du tout, quoi. C'est-à-dire ce qui sont les canons habituels de la soi-disant objectivité et la soi-disant neutralité sont en fait aussi des mécanismes idéologiques. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a l'effet structurel, et évidemment, je ne retire rien à ce que vous avez dit tous les deux, c'est fondamental. Mais il y a une autre infrastructure, quoi, une infrastructure idéologique, et qui considère qui n'a pas compris que ce dont on parle, c'est du même système, mais simplement par un autre angle, avec d'autres critères d'appréciation sociale, d'autres critères d'efficacité, d'autres critères de performance, et que c'est pas du tout, ça n'existe pas, ça n'est pas reconnu dans les rédactions, et qu'il faut on a encore des journalistes spécialisés écologie ou environnement quand il y en a, et c'est souvent difficile les collaborations avec les collègues spécialisés en économie, en international. Il faut se battre pour que quand que se prépare un papier international géopolitique, je sais pas, la visite président chinois aux États-Unis, pour dire attendez, il y a un volet climat. C'est que c'est sans arrêt la bataille pour faire exister. Et donc pour moi, ce truc-là est un frein majeur, déterminant, et d'autant plus difficile à combattre qu'il est un peu pernicieux, qu'il est peu discuté, qu'il est peu mis sur la table, et qu'il est difficile à complètement cerner. Parce que quand on dit ça à ses collègues, par exemple, la réponse, il y a une confusion entre le sujet écologie et le soi-disant engagement militant. Et c'est pour ça que cette confusion générale complique encore plus la couverture. Non, c'est le cœur du sujet. Non, tu n'as pas parlé trop longtemps. Mais du coup, la question qui se pose, moi j'avais envie qu'on aborde cette question de statut du journaliste spécialisé en environnement ou écologie. La plupart du temps, on dit environnement. Enfin, sinon, dans le monde, c'était les pages planète. Mais votre statut, c'est compliqué parce qu'en général, vous êtes seul ou très peu nombreux. Mais du coup, avant d'aborder cette question-là, il y avait cette idée des conditions de production de l'information que vous avez abordées les uns et les autres. On ne traite pas l'info de la veille parce qu'il faudrait pouvoir annoncer des choses. Il y a le fait que les rédactions ont été décimées. Il y a la question de la structure capitalistique, mais enfin, ça ne résout pas la question de pourquoi France Télévisions n'y est pas allé à Alternativa, parce qu'eux, ils sont payés par la redevance. Donc, c'est ni Drahi, ni Bolloré, etc. Donc, bon, c'est une grosse partie de la réponse, mais pas toute la réponse. Mais une chose qui me paraît très intéressante, c'est ce qu'aborde Jean-Baptiste Comby dans son livre, c'est la manière dont cette question a été traitée. Ça a été par une dépolitisation, et ça répond un peu dans ton débat à la conférence de rédaction, c'est que ça semble être une question apolitique.
une question qui devrait faire consensus. Et Jean-Baptiste Combi, vous l'abordez, comment cette question a été vidée de son contenu politique. Peut-être vous pouvez nous expliquer. Mon travail en fait, revient sur cette période assez cruciale de la fin des années 90, début des années 2000, c'est-à-dire ce moment où un certain nombre de transformations sociales dans différents univers, l'univers journalistique, l'univers scientifique des climatologues. Par exemple, au niveau des climatologues, il se passe quelque chose de très important en 1994, il me semble bien que c'est 1994, c'est la création de l'Institut Pierre-Simon Laplace qui va fédérer 7 laboratoires à l'époque, 6 laboratoires. Et qui du coup va donner une puissance de frappe à la climatologie française qui, quelques années après, va lui permettre d'intervenir dans les médias, sous la houlette de Jean Jouzel ou Hervé Le Treut, par exemple. Donc, un ensemble de transformations de cet ordre-là qui se produisent sur une période de 5 à 10 ans, qui vont finalement créer les conditions de la valorisation de la question climatique dans les médias. Mais cette valorisation, elle a eu un coût idéologique important. C'était que tous les aspects un peu subversifs, critiques, de contenu dans la question climatique ont été mis de côté. Alors là, pour comprendre ça, il faut aussi aller voir du côté de l'État et du gouvernement, de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie notamment, et le déploiement d'un certain nombre de mesures politiques anciennes en matière environnementale, mais qui, dans le contexte contemporain de production des politiques publiques, étaient très valorisées. C'est des politiques dites incitatives. Alors, tout ce qui est crédit d'impôt, par exemple, et ces politiques, elles continuent à être très importantes. Dans le paquet de lois sur la transition énergétique, ça reste des mesures politiques phares, qui consistent donc à inciter nos comportements d'achat, donc les individus. Et donc, pour que ces politiques aient une petite chance d'avoir un effet, un succès, il fallait absolument une campagne médiatique, de communication extrêmement importante. Et donc l'État a investi de façon considérable dans une campagne dont vous avez certainement tous entendu parler, elle s'appelle la campagne Économie d'énergie, faisons vite, ça chauffe. Cette campagne, elle est historique en France, puisque c'est la seule campagne qui a gardé la même signature, Économie d'énergie, faisons vite, ça chauffe, pendant 9 ans. Au moins 9 ans, on n'avait jamais vu ça. Mais c'est révélateur de beaucoup de choses sur la façon dont sont les politiques publiques, on appelle ça le New Public Management. Donc, on importe des logiques de fonctionnement du privé pour les mettre dans le public, ça commence à être de plus en plus connu maintenant. Mais voilà, en matière écologique, ça a donné ça, et donc ça a eu pour effet, tout ça, aussi des transformations dans le mouvement, du côté du mouvement écologiste aussi. Tout ça s'est fédéré au cours de ce que j'ai appelé dans le livre une doxa sensibilisatrice. Doxa, donc une croyance peu discutée, peu pensée, pleine d'impensés et indiscutable, très difficile à remettre en cause. Parce que c'est important de sensibiliser. Tout le monde dit ici qu'il faut sensibiliser, l'individu. Et moi-même, à titre personnel, je pense qu'il faut sensibiliser l'individu. Mais sensibiliser les individus est un geste qui est déjà très socialement situé. Aller parler avec des employés des espaces verts, avec des ouvriers, etc., ce que j'ai fait, parce que je me suis beaucoup intéressé à la façon dont les gens, en fonction de leurs milieux sociaux, appréhendaient ces enjeux-là. Et je me suis aperçu que la façon dont on avait construit ce récit autour de la responsabilité individuelle, autour de sa sensibilisatrice, qui a eu pour effet de passer à la trappe un certain nombre d'enjeux, d'ailleurs, je raconte tout ça dans le livre. Bon, en fait, ça parle à certaines catégories sociales, mais pas à toutes. Donc, du coup, tout ça implique, par exemple, de sortir de ces croyances dans, par exemple, l'idée de qu'est-ce qu'il faut faire pour que le message passe, qu'est-ce qu'il faut faire pour toucher le grand public, etc. L'idée que les médias auraient des effets sur ce que les gens pensent et font. C'est beaucoup plus complexe. Et il y a 50 ans de travaux, même plus de 50 ans de travaux en sciences sociales, qui montrent que c'est plus complexe. Juste un livre classique de chez les classiques, La culture du pauvre de Richard Hogarth, lisez ça, vous comprendrez pourquoi ce n'est pas avec des messages et les médias ou en communiquant qu'on va changer la façon dont les gens se comportent. Et je terminerai en 2-3 phrases par dire qu'aujourd'hui, le nouveau discours qui se met en place à la faveur de la COP21, ça a été dit par Éric Gilardi, parce que les scientifiques, avec leur conférence importante qu'ils ont tenue en juillet à l'UNESCO, à laquelle j'ai participé, à la fois en tant qu'acteur, mais aussi qu'observateur, mais on le voit aussi dans le mouvement écologiste avec Alternatiba, on le voit au niveau gouvernemental avec l'agenda des solutions de Laurence Toubiana, le nouveau cadre narratif qui se met en place aujourd'hui, c'est celui donc des solutions. Et on voit bien que ces solutions, eh bien, elles sont à géométrie politique très variable. Et que l'enjeu de la COP21, à mon sens, c'est quels vont être les modes légitimes
de transformation de la société qu'on va mettre en place. Parce que solution égale en gros transformation de la société, il faut passer, et ça devient un langage assez consensuel, vers des sociétés post-carbone, vers des économies décarbonées, il faut décarboniser. Mais les modes, les moyens de faire sa transformation des sociétés, là, c'est pas stabilisé, il y a un enjeu de lutte à ce niveau-là. Et moi, ce qui me surprend, ce qui est assez frappant, c'est que le mode qui semble dominant pour l'instant, à vérifier, ce ne sont que des hypothèses, c'est l'idée qu'on pourrait transformer la société sans transformation sociale. C'est-à-dire sans transformation des structures sociales. Et ce qui me frappe encore plus, et je terminerai là-dessus, mais c'est que c'est l'indifférence à l'égard de la connaissance sociologique du monde social. Alors je suis sociologue, je sais de quoi je parle, ou ethnographique, ou historique. C'est-à-dire que tout le monde dit qu'il faut transformer les sociétés, il faut transformer les individus, notre façon de vivre ensemble, etc. Et il y a une méconnaissance de la sociologie, j'entends parler de la pratique scientifique de la sociologie, je ne parle pas des sociologues de l'opinion, des sondages d'opinion, dans le cadre d'opinion, de psychosociologues, non. Des chercheurs qui passent des années à essayer de comprendre, à discuter entre pairs avant de produire des résultats, etc. Donc, il y a des revues, on a des revues de sociologie en France qui sont excellentes, et il y a une indifférence totale, une méconnaissance, et tout le monde se fait son propre petit sociologue. Mais on ne produit pas des connaissances sociologiques sur des choses si compliquées, les structures sociales, ou que la transformation indissociablement individuelle et collective des comportements, sans y passer du temps, sans croiser beaucoup de données, etc. Voilà. Peut-être la parole à Sylvestre Huet. Oui, je voudrais juste faire deux remarques. La première, je voudrais rebondir sur ce que dit Jade, sur OK, il y a la structure, mais il n'y a pas que ça pour expliquer ce que disent les médias. Donc moi, je vais prendre un exemple déjà ancien, il date de 2010, mais qui peut permettre d'éclairer ça. Donc c'est France 2, donc ça veut dire que c'est pas Bouygues, c'est Pujadas, présentateur et rédac chef du JT, 20h. C'est pas 2010, c'est 2009, c'est Copenhague, donc la COP. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande aux journalistes spécialisés en sciences de la rédaction de lui faire 2 fois 3 minutes. Parce qu'il y a un débat chez les scientifiques, c'est bien connu. Donc 3 minutes pour Jean Jouzel, climatologue internationalement réputé, médaille d'or du CNRS, vice-président du groupe 1 du GIEC. Et 3 minutes pour Vincent Courtillot, totalement inconnu en climatologie, n'ayant jamais travaillé sur le sujet et ayant quand même publié à l'époque 2 papiers complètement foireux dans une revue scientifique, dont on se demande encore comment ils ont pu être publiés tellement ils étaient mauvais, bourrés d'erreurs de calcul incroyables, qui ont valu à son auteur d'être qualifié de chevalier de la Terre noire et plate par les vrais spécialistes du sujet. Ce qui est quand même intéressant à savoir, c'est que le journaliste spécialisé en sciences de la rédaction, quand Pujadas lui a dit « tu vas me faire ça », il a dit « mais de quoi tu me parles? C'est complètement idiot ton truc. Je vais quand même pas... » C'est comme si tu demandais au gars de la rubrique politique de faire 3 minutes Sarkozy et 3 minutes un obscur militant d'un obscur parti qui pense que le Kazakhstan est en Inde et que Gorbatchev est toujours le chef de la Russie. C'est parce que c'est le niveau de Courtillot en sciences du climat. Donc le collègue ne l'a pas fait, et donc c'est un journaliste non spécialisé en sciences qui a obéi à l'ordre et qui a fait le 3 minutes pour Jouzel, 3 minutes pour Courtillot. Pourquoi la rédaction en chef de France 2 fait un truc aussi manifestement crétin et contraire à un savoir basique de journalisme et du sujet lui-même, et contre l'avis de l'expert de la rédaction. Alors, ça veut dire quoi? Oh non, mais je l'ai écrit à l'époque. Hein. Ah bah parce que les collègues n'ont pas repris l'info, mais je l'ai écrit. Je l'ai publié sur le web de Libération, je l'ai écrit dans le bouquin. Enfin, c'est écrit là-dedans, le dessous. Ça fait 4 ans que le truc est connu de tous les gens qui veulent le connaître. Donc de plein de collègues. Hein. Alors, ben oui, Pujadas, il est payé par la redevance, donc il n'est pas aux ordres de tonton Bouygues. Il fait quand même quelque chose du même ordre
C'est-à-dire que, probablement, pense-t-il que pour rester à ce niveau de chefferie et de paye, il faut faire ça sur le climat plutôt que de l'information sérieuse. Et alors, il y a l'explication gentille de ça, je le dis, je résume l'idée de Jade qui est oui, il y a une controverse scientifique et donc c'est normal, on donne la parole aux deux partisans de la controverse. Non. Non. Quand on connaît le sujet, qu'on fait confiance aux journalistes experts du sujet, on sait qu'il n'y a pas de controverse scientifique entre deux positions qui sont respectables. Je disais juste, c'est sa vision de l'objectivité. Pujadas, il pense que c'est objectif. Et je ne suis pas d'accord. Que c'est un point de vue. Je ne suis pas d'accord. Si vous aviez, soi-disant, une controverse en économie, en ingénierie, disant qu'on peut faire rouler les voitures soit en mettant de l'essence dans le moteur, soit en mettant dans le même moteur de l'eau, non, vous ne ferez pas 3 minutes pour l'un, 3 minutes pour l'autre au JT. Alors, en fait, si... on peut... Oui, vas-y, termine. Donc ça, c'est pour dire aussi que, oui, la domination des dominants peut s'exercer d'une manière brutasse. C'est Bolloré qui censure, c'est que vous n'aurez jamais un article sérieux sur Dassault dans le Figaro, que la dernière fois que les policiers de la DGCRF, la direction de la concurrence, ont fait une descente chez Drahi et chez SFR sur plainte de Bouygues d'ailleurs, à la recherche d'un éventuel délit d'entente préalable après le rachat de SFR, l'article de Libération qui était très court, il n'y avait pas le nom de Drahi. Voilà, je ne vous refais pas la liste. Mais ça peut être un peu plus subtil. Par exemple, pourquoi la rédaction de France 2, ce jour-là et dans plein d'autres jours, n'a pas sérieusement traité le sujet. Et moi, je ne fais pas grâce à Pujadas de trop d'ignorance. Je pense qu'il n'est pas si bête que ça, quoi. Alors si je peux réagir... Éric Guillardi. Oui, alors c'est vrai que nous, on s'est retrouvés confrontés à beaucoup d'invitations de journalistes. Voulez-vous venir débattre avec un négateur? Alors, dès qu'on reçoit le coup de fil, en fait, on a perdu. Parce que soit on refuse, soit on accepte, et ça fait un faux débat, puisque le débat n'est pas là. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre que monsieur Pujadas ou d'autres, d'ailleurs beaucoup de gens, c'est pas un problème de science. La science, ça ne les intéresse pas. C'est un problème de valeur. Je pense pour des gens comme lui ou de sa génération, c'est pour ça aussi je pense que l'histoire d'être milliardaire ou pas, c'est pas les négateurs, ils ne sont pas forcément chez les milliardaires. Je pense que c'est plus une histoire de génération, de gens pour qui la science a toujours amené des solutions. Il y a un côté scientiste, pourquoi un Alec, pourquoi un Courtillot se ridiculise scientifiquement, parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour elle, c'est parce qu'il y a une communauté de valeurs, ils appartiennent à une communauté de gens où ces valeurs sont... La science a toujours résolu tous les problèmes, et côté scientiste. Donc moi je pense que c'est vraiment... Le problème n'était pas la science, et c'est... parce que si c'était de la science, effectivement, on ne fait pas un débat sur la couleur du ciel ou est-ce que la Terre est plate, c'est ce que Sylvestre disait. Donc une fois qu'on a compris que c'était une histoire de valeurs, tout d'un coup ça devient clair. Et c'est vrai que mais on voit quand même une évolution importante, ça veut dire que maintenant, il n'y a quasiment plus de médias qui font ces faux débats. C'est-à-dire la BBC... Aux États-Unis, il y en a beaucoup. Alors aux États-Unis, je parle de la France, même de l'Europe de façon plus générale. Aux États-Unis, le problème est très différent. Et c'est pas non plus un problème. Il y a un très bon livre qui démontre, qui sont les marchands de doute, de Naomi Oreskes. Aux États-Unis, c'est pas un problème de lobby, de pourquoi Total serait plus vertueux en France que l'équivalent aux États-Unis. Moi, ça, je ne vois pas de raison objective. C'est simplement qu'aux États-Unis, il y a le premier amendement de la Constitution, qui est la liberté individuelle. Et c'est ça qui fait que pour les républicains, qui ont parfaitement compris que pour résoudre le problème climatique, il faut une gouvernance internationale, c'est le nouveau communisme. Donc il y a vraiment une idéologie forte, alors que les Total des États-Unis, les Chevrons, ça vont utiliser, et encore moins. Donc je ne pense pas que c'est un problème idéologique encore de valeur. Je pense qu'on arrive toujours, c'est plus un problème scientifique, on est dans le problème de valeur. Quand on a préparé ce livre, justement, on est parti vraiment de l'énervement du climatologue qui est mon frère, effectivement, de dire mais vraiment les médias ils font n'importe quoi, Je dis bon, on va s'asseoir 2 secondes puis on va regarder comment ils travaillent. Chacun on a ouvert notre monde à l'autre et donc on s'est intéressé aux négateurs, effectivement, qui s'appellent donc des climato-sceptiques. On a
décidé dès le début que non, ce n'était pas des sceptiques, surtout quand un scientifique écrit un livre où il parle des climato-sceptiques. J'ai cru qu'il allait me lâcher à tout moment en me disant non, on leur fait trop de pub, on leur fait trop de pub. Je pense que non, c'est important d'en parler. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, la couverture médiatique du livre de Claude Allègre en France a été hallucinante, enfin, en tout cas en volume, était très importante. D'ailleurs, on retranscrit un débat qui a eu lieu entre Valérie Masson-Delmotte, qui maintenant donc est à la tête du Workgroup One du GIEC, elle vient d'être nommée, face à Claude Allègre. Et c'est très intéressant comme elle nous en parle, parce qu'elle raconte qu'elle y est allée. D'autres collègues à elle avaient refusé d'y aller en se disant j'ai lu son livre, ça m'a vraiment énervé. Enfin, au début, ça m'a fait rire, puis après, ça m'a énervé, mais j'ai vu que je pouvais le coincer. Donc, elle y est allée. Effectivement, elle arrive à lui faire dire des choses qui sont aberrantes, qui vont apparaître à l'antenne. Elle arrive à le coincer. Le présentateur, qui est Guillaume Durand à l'époque, est gêné, a quand même compris, parce que c'est un problème d'histoire. Il est ancien prof d'histoire. Il se dit ah oui, c'est bizarre, le Moyen-Âge, c'était pas Hannibal. Enfin, il y a quelque chose qui se passe, qui dit de ridicule. Elle arrive à le ridiculiser, mais elle nous dit, et c'est ce que dit Eric, c'est que finalement c'est quand même perdant pour les climatologues, parce qu'elle dit finalement les gens ils vont entendre quoi là ? C'est que y avait un débat entre climatologues, c'était pas réglé cette question du réchauffement climatique rapide, global, dû aux activités humaines, alors qu'il n'y a plus de débat, et qu'effectivement ce que dit Sylvestre Huette, c'est non seulement une aberration parce qu'on met en face d'un spécialiste, on met quelqu'un qui n'est absolument pas spécialiste du climat, et on fait croire en tant que journaliste, en tant que média, qu'il y a encore un débat sur l'existence d'un réchauffement climatique, je répète, rapide, global, dû aux activités humaines. Donc on ne parle pas des solutions là, le débat il est bien sur les solutions, il n'est pas sur la science, et ça je pense que les médias, volontairement, effectivement, parce que peut-être cette question les ennuyait, parce que c'était trop consensuel, dès que les négateurs du climat ont sorti leurs livres, donc effectivement Vincent Courtillot et Allègre, notamment après l'échec de Copenhague, ils se sont jetés dessus en disant chouette, il y a là de quoi faire un show médiatique. J'ai un show parce que les Américains ils appellent ça talk show, et vous avez cité Oreskes, Naomi Oreskes, historienne des sciences, qui a sorti ce magnifique livre qui s'appelle Les Marchands de doute. Si vous ne l'avez pas vu, d'ailleurs le documentaire qui en est tiré, je crois, n'est même pas sorti en France encore. Il y a vraiment des résistances. Je sais qu'en Grande-Bretagne, il y avait des résistances pour qu'ils ne sortent pas. Eh bien, Naomi Oreskes dit que le débat en science, c'est pas jusqu'à épuisement des arguments de l'un ou l'autre, c'est pas une question d'opinion. Et ça, je pense qu'effectivement, les journalistes, ils peuvent comprendre ça. C'est pas des gens plus idiots et moins informés que les autres. Mais il y a dans la logique de la production de l'information audiovisuelle, parce que c'est là, on parle de télé, mais à la radio aussi. Moi, encore, il y a 3 semaines, sur France Culture, j'ai entendu un climatologue face à un négateur. Je n'en revenais pas. Dans une émission intellectuelle de philosophie, je me dis, mais que fait-elle ? Et elle s'est retrouvée coincée, la présentatrice. Vous l'avez entendu aussi, Jade ? Elle s'est retrouvée coincée parce qu'elle avait créé un dispositif absurde. On ne met pas en face d'un climatologue quelqu'un qui a décidé que le réchauffement climatique n'avait pas lieu, ou alors qu'il n'était pas dû aux activités humaines. Quel débat on peut avoir ? Et je pense qu'elle s'est retrouvée coincée elle-même là-dedans. Donc je crois que le dispositif lui-même est mauvais. D'ailleurs, la BBC, Eric le disait, en juin 2014, a décidé d'interdire sur son antenne ce qu'ils ont appelé donc des débats à l'équilibre faux, à l'équilibre tronqué. C'est plus possible, on n'en fait plus. Et c'est vraiment une décision du BBC Trust qui est là pour réfléchir à la politique de la BBC, pour savoir ce qu'ils vont faire. Et ils forment maintenant leurs journalistes. Alors on n'a pas très bien réussi, on n'a pas réussi à très bien savoir. Je parle beaucoup. Pardon ? Pas beaucoup, mais il faut qu'on puisse donner la parole à la salle. Ah, pardon, excusez-moi. Je clôture sur la BBC qui a décidé de former les journalistes, tous les journalistes, à ce qu'ils appellent les nouvelles sciences. Et c'est important, je pense qu'on manque de formation. Et là, juste pour rebondir sur les scientifiques, parce qu'on s'est beaucoup intéressé aux climatologues, aux collègues d'Éric aux États-Unis, en Angleterre, en France. Ils eux-mêmes sont formés aussi pour répondre dans les médias, parce que c'est compliqué. Et le GIEC aujourd'hui, qui a enfin, j'allais dire depuis 2010, embauché un directeur de la communication qu'on a rencontré. C'est le premier et le seul directeur de la communication du GIEC. Se balade dans le monde entier, là en ce moment, avant la COP21, pour former des journalistes en Afrique, en Asie du Sud-Est, etc. Partout où aussi le réchauffement climatique va frapper plus fort. Il forme, c'est assez comique quand on pense au cas français, des présentateurs météo aussi aux résultats du GIEC. D'ailleurs, je n'ai pas vu celui qui a publié ce livre absurde, là, comme par hasard, jusqu'à la COP21, où il nie le réchauffement climatique. Il forme donc ces journalistes, et il les considère aussi comme des journalistes, les présentateurs météo. Enfin voilà, pour dire qu'il y a un travail qui est fait quand même dans les médias pour essayer d'améliorer la logique de la production de l'information sur ce sujet-là. Merci. On va donner la parole à la salle. Je vais
laisser tomber ma troisième question, peut-être que ça apparaîtra. Il y avait, oui, monsieur Jed qui est là, qui a fait un travail très intéressant, ça serait bien qu'il puisse en parler. Je vois Sylvia, c'est ça? Et monsieur, du coup, vous? Oui, moi je vais être très bref. Je suis enseignant. Je suis d'origine sénégalaise, j'enseigne le droit de l'environnement. Alors il y a une chose quand même, bon, mes chers collègues, hein, vous êtes vraiment très sympathiques, vous êtes très savants. La presse d'investigation que vous représentez, c'est son travail. Ce n'est pas la presse d'opinion, ce n'est pas le Figaro, etc. Mais moi, ce qui me gêne dans le débat, c'est qu'il est trop parisien, trop provincial, trop nord, pas assez sud. Et j'aimerais bien aussi, de temps en temps, qu'on parle des victimes du réchauffement climatique. Ces gens-là à qui on a fait des déversoirs au niveau climatique, c'est l'Afrique, c'est l'Asie, c'est l'Amérique latine. Les réfugiés climatiques, on n'en parle pas. Les réfugiés, c'est de pauvres types qui viennent, parce que machin chose, du lac Tchad. Mais tous ces problèmes-là, moi j'ai l'impression, hein, quand j'entends la COP21, Paris va devenir le centre de gravité du monde. Mais qu'est-ce qui va sortir de cela? Nous, c'est ça qui nous intéresse. Et c'est ça que j'attends de la presse d'investigation comme vous. À part de temps en temps Le Monde ou bien Libération, on parle de la disparition des forêts. Exemple, un pays comme la Côte d'Ivoire a perdu 80% de sa superficie de forêt. Les côtes africaines ont été pillées par les navires japonais, russes, mais aussi européens. Bolloré, n'en parlons pas. Mais EDF, GDF, toutes les grandes multinationales en Afrique font ce qu'elles veulent. Mais les absents et les victimes, j'aimerais bien qu'on élargisse vraiment le débat à ces gens-là. Sinon, la COP21 sera du parisianisme. Ce sera les grandes conférences de l'ONU où il y a de grandes déclarations. Obama l'a signé, mais ça n'a pas été ratifié par le Congrès, qui est climato-sceptique. On peut élargir le débat. Et effectivement, si vous voulez transformer la planète, vous devrez la faire avec nous. Donc j'aimerais bien qu'on élargisse le débat. J'aimerais bien trouver de temps en temps des reportages. Libé en parle de temps en temps, Le Monde aussi, sur les victimes du climat. Sinon, ce sera du parisianisme, COP21, Paris, mais après la COP21, que seront les déshérités? Les réfugiés climatiques, on m'a dit, c'est un sujet de provocation, donc j'en parle pas. Merci. Merci, monsieur. Je m'assois ici. Bonjour, donc je m'appelle Jad, je suis moi militant aux Amis de la Terre. J'ai publié il y a un mois à peu près dans Bastamag une étude sur, disons, un peu l'histoire du traitement du climat, en particulier dans les news magazines. C'est-à-dire en France, je m'intéressais aux principaux, ceux qui font en général des pleines pages de couverture, à savoir Le Point, l'Express et le Nouvel Obs, qui s'appelle l'Obs maintenant. Il faut savoir qu'aucun des trois, dans les 5 dernières années, n'a mis le climat à la une. Aucun. La dernière fois que Le Point a mis le climat à la une, c'était Claude Allègre en couverture, avec à l'intérieur 9 portraits photos de Claude Allègre, et puis 9 pages dédiées à Claude Allègre, la controverse, tout ça, etc. Et ça, c'était la dernière fois qu'ils l'ont fait. La dernière fois que l'Express l'a fait, c'était en 2007. C'était seulement, ils avaient changé leur maquette, ils avaient fait juste un tiers de leur couverture était consacré au sujet, puisqu'au-dessus, ils parlaient de Sarkozy, je crois. Et en bas, il disait « L'Express s'engage pour le climat, pour la planète ». C'était en 2007, et depuis, on attend toujours la suite de cet engagement. Voilà. Et pourtant, alors là, je parle de l'Express, en plus, c'est intéressant. L'Express, en février 79, il y a 36 ans, était, à ma connaissance, le premier magazine au monde, et puis en plus, c'était un magazine qui avait une certaine diffusion en France à cette époque, le premier au monde, à ma connaissance, à mettre le changement climatique à la une. Ils ont fait une en février 79 qui disait « Pourquoi le climat change ?» Bon, il y avait une photo
d'une sorte de barque dans des glaces en train de fondre. Mais surtout, donc, à l'intérieur, on voyait des courbes de Keeling qui nous annonçaient l'augmentation du taux de carbone dans l'atmosphère. Enfin, on voyait des projections de température. Il y avait un climatologue qui avertissait, attention, si on attend 1 ou 2 générations, il sera trop tard, très certainement. C'est à peu près exactement là qu'on en est maintenant. Et donc moi, je suis toujours un peu gêné quand j'entends, et puis là je vous ai entendu en parler à nouveau tout à l'heure, quand on entend en France repris cette notion très américaine de 1988, l'alerte sur le climat, James Hansen, etc. Parce que pour moi, en février 1979, quand un magazine comme l'Express fait un dossier qui occupe la une pour dire pourquoi le climat change, et qu'il le fait alors qu'il y a la première conférence mondiale sur le climat qui s'organise, à laquelle même Thatcher vient participer, etc., je me dis, le problème est déjà public à cette époque, quoi, en février 1979. Donc moi, j'ai tendance à voir le problème comme 36 ans d'inaction, plus que 25 ans. Je serais curieux, en tout cas intéressé d'avoir votre avis là-dessus, parce qu'évidemment, du coup, ça compte d'autant plus quand on se pose la question des responsabilités. Monsieur, juste avant moi, parlait des responsabilités. C'est vrai qu'on sait que 90 multinationales sont responsables à hauteur de 2 tiers du réchauffement climatique, puisqu'elles sont responsables à hauteur de 2 tiers de l'ensemble des émissions cumulées dans l'atmosphère depuis le début de l'ère industrielle. Et donc, on a une importance comme ça qui est considérable de la responsabilité du Nord, et qui est très historique, et donc cette différence, enfin, ces 36 années de quasi totale inaction, c'est quelque chose qui compte et qui pèse très lourd. Bon, voilà. Merci Jed. Une réponse d'Éric Guillardi, et ensuite la parole à Sylvia Marcon. Je peux réagir. Donc là, vous faites allusion au rapport de Charney, qui est sorti aux États-Unis, effectivement, dans les années 79-80, où on a commencé. En fait, les États-Unis ont demandé, bon, où est-ce qu'on est de la connaissance. Il y a un rapport qui a été fait, en 79, et en fait, c'est suite à ce rapport avec des discussions internationales, que le GIEC a été créé. Tant que le GIEC n'était pas créé, où vraiment l'ensemble de la communauté était d'accord, c'était dur de dire on a tiré la sonnette d'alarme. Il y avait des suspicions, et c'est pour ça qu'il a fallu attendre. C'est une énorme responsabilité de tirer la sonnette d'alarme, donc on ne fait pas la légère. Donc, alors on peut dire c'était en 79, c'était en 90, bon, on peut discuter longtemps sur 10 ans. Le fait qu'il ait fallu du temps pour que cette sonnette d'alarme soit entendue, c'est normal, c'est une grosse sonnette d'alarme, comparé par exemple au trou de la couche d'ozone qui lui était dû au fréon, au CFC, où là il y avait une sélection technologique facile puisque c'était 3 ou 4 entreprises concernées, le protocole de Montréal en 87 est signé, et le problème est en train de se résoudre. Il faudra encore un peu de temps, mais donc bon, il y a cette part de... Je pense que nous on a fait notre travail de scientifique, vraiment faut être sûr de son coup avant de... Il faut explorer toutes les autres, même si c'est pas une idée nouvelle. Déjà au 19e siècle, un scientifique avec un petit calcul sur un coin de tableau avait dit bah oui, si on augmente le CO2, ça va se réchauffer. Mais ça ne suffit pas pour envoyer un tel message aux sociétés. Donc il fallait qu'on soit vraiment sûr de notre coup. Maintenant, sur la responsabilité, c'est vrai qu'on est responsable. Alors, en ce moment, il y a le train du climat qui circule en France, vous en avez peut-être entendu parler. J'ai eu la chance de passer une semaine dessus, où on rencontre vraiment tout le monde. Et donc on a 3 voitures qui racontent toute cette histoire de prise de conscience. La dernière voiture sur les solutions commence par comment est-ce qu'on compte le nombre de tonnes de carbone. Donc il y a 3 graphes par habitant, par pays et par responsabilité historique. Et vraiment, ce qui sort de tout ça, et bon, alors ça, là j'enlève ma casquette de scientifique pour prendre celle de citoyen, c'est qu'on est tous dans le même bateau. On peut pointer du doigt, c'est les horribles occidentaux, mais alors les occidentaux on diront, bah oui, mais nous depuis tout ce qui s'est passé avant 90, il ne faut pas en tenir compte parce qu'on ne savait pas. Alors si on commence à rentrer dans ce genre de débat, c'est infini. On pourra dire, bah, c'est les Américains puisqu'ils sont à 16 tonnes, nous on n'est qu'à 6 ou 8. Si on tient compte de nos importations qui viennent de Chine, on repasse à 12 ou 13. Donc tout ça c'est extrêmement compliqué et ne peut se résoudre que globalement. Donc je pense à ça, c'est bon. Pointer du doigt, il y a les méchants, il y a Total, il y a les Américains, il y a les Chinois. Il y a une admirable vidéo dans le train du climat, dans la navette de Michel Serres, qui toujours avec sa voix rocailleuse et qui va dire, bah
Voilà, on est dans le même bateau. Les astronautes ont pris une photo de notre vaisseau pour la première fois dans les années 50-60. Et en fait, on a l'habitude de se taper dessus, de faire des guerres, etc. Là, on a fait un trou dans la coque. Et là, on vient de passer de 20 ans à réaliser que, ah oui, tiens, on a fait un trou dans la coque, il faudrait peut-être qu'on s'en occupe. Et donc, moi, je pense que ça, voilà, on est en train d'arriver à... bah oui, il y a un trou dans la coque et il faut qu'on s'en occupe collectivement. C'est pas... les méchants, les bons, les pauvres, les riches. Donc bon, mon espoir, c'est que la COP21 soit le début de cette discussion. C'est comment on fait. C'est pas. Je pense qu'elle est organisée. Ça ne veut pas être comme Copenhague où si ça rate, tout se passe à Copenhague et puis c'est oui ou non après. Enfin, c'est foutu ou c'est réussi. C'est le début d'un processus, c'est le début d'une discussion. Et ce qu'on voit avec les mouvements de désinvestissement aussi, de lancer la discussion. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses en ébullition. Et je pense que la COP21 peut en cristalliser certaines pour ensuite continuer ça dans le temps. Merci. Alors, normalement, je crois que le temps est écoulé, donc je ne sais pas ce que les organisateurs et organisatrices peuvent me dire. On peut rester encore combien de temps? Je vois Isabelle. Est-ce qu'elle peut me... Comment? Ah. Il faut arrêter là tout de suite. Sylvia, une question. Ah, et Thierry. Ah, j'avais pas vu. Il faut être. Là, 2, 1. Merci, ça suffit. Alors, merci beaucoup, puisque c'est très vrai ce débat, et c'est très rare d'avoir un débat sur ce sujet dans cette année de la COP. C'est très intéressant. Merci de les avoir réunis ici. Je fais la publicité d'un ouvrage, mais qui est gratuit, donc il n'est pas en vente. Vous pouvez le lire tranquillement sur Internet. C'est une collection d'essais de prospective. Paris Climat 2015, 20 ans après. Et c'était une bonne transition, ce que vous étiez en train de dire justement pour ce sujet. Est-ce que la COP changera vraiment la donne ? Et dans quel sens? Alors, les contributeurs à cet ouvrage se sont essayés à imaginer le monde en 2035 dans différents domaines, mais personne n'a couvert le domaine des médias. Donc, vous êtes peut-être les mieux placés ici ce soir pour nous dire qu'est-ce que ça changera si la COP entraîne vraiment un changement, ouais, même si elle n'entraîne rien. Qu'est-ce que vous imaginez, vous, pour le monde des médias, dans le traitement de sujets écologistes et dans le traitement du climat en détail, dans 20 ans? Est-ce que les journalistes généralistes seront finalement formés suffisamment pour pour couvrir de façon cohérente et de façon à informer le public sur ce sujet? Ou alors, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, Sylvia Marconne, qui dirige la Fondation de l'écologie politique. Et une question concise de Thierry Salentin. Et je vous remercie d'ores et déjà de votre présence et de votre participation. C'est par rapport à Vincent Courtillot qui a été cité. Hélas, il va être à l'honneur à la Maison de la Chimie le 18 novembre. C'est une journée de colloque qui s'appelle Chimie et changement climatique. Il va y avoir 9 invités avec des climatologues comme M. Le Treut. Mais en invité d'honneur et en numéro 1, il y aura Vincent Courtillot. Alors j'espère que beaucoup de gens ici dans cette salle vont s'inscrire pour aller à ce colloque le 18 novembre. Ça a lieu de 9h à 18h, derrière l'Assemblée nationale, donc à la Maison de la Chimie, parce que je trouve que c'est invraisemblable que ce personnage puisse s'exprimer tranquillement dans un colloque chimie et changement climatique. Donc retenez la date, 18 novembre, Maison de la Chimie.